Merci de me recevoir. Merci pour cette question parce que le secteur entertainment était pour nous un des secteurs qui constituait une petite déception pendant toutes ces années sur le continent. Parce que d'une part, nous étions convaincus qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de création culturelle et de diffusion de cette culture sur le net. Et d'autre part, nous n'avons pas vu venir les investissements dans le secteur. Donc, ce qui s'est passé cette année, malgré l'environnement compliqué, est une très, très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui lève et pourquoi? Il y a essentiellement deux catégories dans cette activité d'entertainment. Il y a des startups qui font de la distribution de contenu euh, sur des plateformes digitales, que ce soit par de l'abonnement ou par d'autres modèles économiques, mais qui distribuent du contenu à un public qui demande de plus en plus du contenu africains qui leur parlent. C'est notamment du contenu très urbain, du contenu destiné aux enfants et aux parents de ces enfants-là. Et ces plateformes-là, que ce soit parce qu'elles offrent comme... alors, je vais citer quelques exemples pour rendre ça concret, mais que ce soit parce qu'elles offrent comme Cocoa, qui a lancé récemment Super Sema, une héroïne de 3 à 5 ans qui accompagne les enfants dans une démarche de entertainment et d'éducation, donc qui parle vraiment à toute cette classe moyenne africaine qui veut partager sa culture avec ses enfants, ou parce qu'elle partage des choses beaucoup plus prosaïques comme des telenovelas. Ces plateformes aujourd'hui ont un grand succès, une grande audience, et donc commencent à lever de l'argent et à se développer. Et de l'autre côté, nous voyons des studios. Ce que je caractérise par studio, ce sont des structures qui font de la production de contenu et qui le diffusent à l'échelle globale sur d'autres plateformes de diffusion, que ce soit sur Apple, sur Google, sur YouTube, etc. Et dont la valeur est essentiellement dans la création de contenu. Et ces studios-là aussi, aujourd'hui, essayent de packager l'expérience, la culture, les références, le folklore, tout ce matériau culturel africain, mais de le sortir sous un format de gaming, par exemple, qui est ce qu'on connaît par ailleurs. Et sur ces studios-là, il y a quelques investissements maintenant, il n'y a pas encore beaucoup de succès. Mais c'est aussi un business où il faut s'attendre à des succès sous ce qu'on appelle des hit business, des succès ponctuels. Il faut 100 studios ou bien 100 titres pour sortir un succès planétaire. Mais nous commençons à voir des choses qui nous laissent croire que ces succès sont dans un avenir proche. Et enfin, ce qu'il faut dire, c'est que les levées de fonds en entertainment sont encore limitées dans très peu de pays. Et le Nigeria est un des plus grands pays producteurs de contenu en Afrique, et donc naturellement, les investissements viennent de là. Mais là aussi, contrairement à ce qui s'est passé pendant beaucoup d'années, cette année, nous avons vu pour la première fois des entreprises hors du Nigeria lever des sommes importantes sur des business de contenu. Moi, je crois qu'il y a un trend de fond qui doit amener les investisseurs à s'intéresser à ce type de boîte-là. Aujourd'hui, nous avons dans les villes africaines une audience digital native, des jeunes qui ont grandi le portable à la main, qui sont connectés et qui sont très consommateurs d'entertainment. Et qui, quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs, par exemple dans la consommation musicale, sont typiquement pour la moitié de leur consommation très cosmopolite et pour l'autre moitié de leur consommation très locaux. Ouvrez la playlist de n'importe quel jeune ivoirien, sénégalais, et vous trouverez toujours cette dichotomie-là. Et donc, c'est une audience finalement extrêmement large qui, en quelques années, s'est développée. La pénétration des smartphones sur le continent
a connu en 4-5 années une accélération que peu de gens dans l'industrie pouvaient prédire. Et ces jeunes urbains sont connectés, ils sont prêts. Et donc pour moi, c'est cette tendance de fond qui doit justifier un intérêt au moins des investisseurs pour ce segment-là. Cela dit, je pense que pour qu'on arrive à en faire quelque chose, le gap est probablement encore dans la capacité des acteurs de l'industrie culturelle à devenir des entrepreneurs. Très récemment, nous avons vu dans le monde de la musique beaucoup de plateformes, par exemple, émerger, que ce soit Wow au Nigeria, en Côte d'Ivoire, Wow Music. Il y a au Ghana, donc beaucoup de pays, des gens qui sont lancés sur ces plateformes-là. Et quand on regarde, quand on fait, ou même pour revenir un peu plus tôt, en 2016, AfroStream a une histoire, hélas, un peu courte, mais très intéressante dans ce secteur. Leur réussite dépendait surtout de la qualité entrepreneuriale des fondateurs. Et cette combinaison de personnes très ancrées dans le monde culturel et un profil entrepreneurial est hélas encore trop rare dans notre secteur. Et donc, il faudrait qu'on cherche la solution du côté de cette formation à l'entrepreneuriat. Et hélas, il y a peut-être ici une difficulté qui est que c'est un secteur qui aujourd'hui est très dépendant de formes de subventions ou de mécénat et où donc la démarche entrepreneuriale est tout à construire. Mais voilà, cette combinaison d'une grosse opportunité et de bons entrepreneurs donnera très certainement des pépites. Et c'est la combinaison de base que nous retrouvons dans tous les secteurs. Il n'y a pas de raison ici qu'elle ne marche pas. Ça change tout, ça change tout, et à plusieurs niveaux, même quand on reste dans ce secteur dont nous parlons depuis tout à l'heure. Le public aujourd'hui a accepté cette idée de consommation d'un contenu complètement dématérialisé, et cette acceptation s'est accélérée pendant le Covid sur des contenus que traditionnellement, ou dans lesquels traditionnellement il y avait de la résistance, comme par exemple l'éducation. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que l'infrastructure de distribution, l'infrastructure de paiement s'est mise en place. Et il est tout à coup possible de construire et de distribuer à une échelle impossible auparavant ces modèles et ces contenus et ces services. Et ces choses-là ont une tendance à se dérouler comme un changement de phase. Donc les choses s'améliorent petit à petit pendant très longtemps, et tout à coup on passe un seuil où l'expérience de l'utilisateur devient suffisamment agréable pour que tout à coup on ait un basculement très rapide. Et si je regarde ce qui s'est passé cette année dans le domaine de l'EdTech, par exemple, vous verrez dans notre rapport l'explosion de l'investissement dans l'EdTech, il me semble qu'on est dans ce changement de phase où tout à coup, une combinaison de foi des utilisateurs dans la possibilité de faire de l'éducation en ligne, mais aussi la plateforme de distribution, la plateforme de paiement, toutes ces choses-là se sont combinées, encore une fois avec des améliorations incrémentales depuis des années, ce n'est pas nouveau, mais on a passé un seuil où tout à coup, on peut prendre son portable sur une app en 2-3 clics, accéder à un contenu sans trop de frottement. Et cette expérience utilisateur qui est devenue agréable rend beaucoup de choses possibles. Les challenges qui restent, à mon avis, et c'est là où je pense que nous devons nous faire une distinction entre les marchés africains et les marchés européens ou américains, c'est que les tentatives de monétisation par la publicité sont aujourd'hui problématiques. Nos entreprises de contenu, nos entreprises culturelles doivent réussir à construire des modèles qui sont des modèles de paiement, des modèles d'abonnement, et donc des modèles économiques qui, a priori, font peur, je pense, parce que plus difficiles à construire, mais qui, à mon avis, prenez l'exemple des plus grandes boîtes dans ce segment dans le monde, Netflix, etc.,
ce sont des modèles qui sont extrêmement sains quand ils fonctionnent. Et pour moi, c'est là où j'attends nos entrepreneurs aujourd'hui, dans leur capacité à construire ces modèles-là, à casser un peu le modèle un peu euh, galvaudé de la publicité et à aller chercher leur capacité à proposer quelque chose qui a de la valeur pour lequel le consommateur est prêt à payer un montant qui n'est pas très élevé, mais où avec le scale que représente aujourd'hui l'audience africaine, on peut construire des choses vraiment très très belles.